Europe 1 Soir. 19h, 21h. Mickaël Dorian. Europe 1 Soir en compagnie de nos débatteurs Ophélie Roch et Régis Le Sommier. Et notre invité de ce jeudi est l'ambassadeur d'Israël en France. Bonsoir Joshua Zarka. Bonsoir. Le torchon brûle entre Benyamin Netanyahou et Emmanuel Macron après cette lettre du Premier ministre israélien adressée au président français. Il accuse Emmanuel Macron d'attiser le feu de l'antisémitisme après son souhait de reconnaître l'État de Palestine en France. L'Élysée juge cette accusation d'erronée et d'abjecte. Joshua Zarka, le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, a estimé que les relations entre la France et Israël méritaient mieux que de vaines polémiques. Votre avis sur la question ? C'est vrai, c'est tout à fait d'accord, et je pense qu'il aurait été bien que l'ambassadeur de France en Israël ne publie pas une tribune sur Haaretz quelques jours, une semaine avant la lettre de M. Netanyahou, pour accuser M. Netanyahou d'être la source de l'antisémitisme dans le monde. Alors, franchement, ce genre de jeu est un jeu qui est vraiment néfaste. S'il commence, il n'y aura plus de fin. Et donc c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord. Il vaut mieux ne pas rentrer dans ce jeu, cette tribune, dans cette polémique, et cette tribune qui avait été publiée sur Haaretz une semaine avant la lettre de Netanyahou, qui justement accusait au nom du gouvernement français le gouvernement israélien d'être la raison pour l'antisémitisme dans le monde, n'aurait jamais dû être publiée. Cette tribune de l'ambassadeur de France en Israël, elle a poussé, vous pensez, le Premier ministre israélien à adresser cette lettre à Emmanuel Macron ? Je suis un diplomate professionnel. Je n'aurais jamais imaginé ce qui se serait passé si moi, au nom de l'État d'Israël, parce que je suis l'ambassadeur d'Israël, avait publié une tribune dans Le Monde accusant le président d'être derrière l'antisémitisme en France ou dans le monde. Benyamin Netanyahou qui a adressé une lettre similaire aussi en Australie. Effectivement. Dans une interview accordée aux Parisiens, Joshua Zarka, vous avez parlé d'incompréhension de la part d'Israël et des Israéliens sur une partie de la politique menée par Emmanuel Macron à l'égard de l'État hébreu. Oui, effectivement. Vous savez, c'est difficile parce que la France, en fin de compte, le pays, la France, le peuple, les Français sont amis d'Israël. Et pour nous, c'est difficile de comprendre pourquoi le président qui veut la paix. Depuis la création d'Israël d'ailleurs. Depuis la création, oui, depuis la création d'Israël, et dans tous les domaines les plus importants, la France a contribué à une grande partie de la sécurité d'Israël. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas aujourd'hui qu'un président qui veut aider normalement, qui dit vouloir aider à restaurer la paix, à mener la fin à cette guerre, fait pression sur le seul partenaire qu'il a, et au lieu de faire pression sur l'organisation terroriste qui est la raison pour laquelle cette guerre a commencé et elle continue. Alors, on ne comprend pas. Nous ne comprenons pas, nous les Israéliens ne comprenons pas la politique du président envers Israël et la politique du président envers ce conflit. S'il voulait vraiment nous aider à terminer cette guerre, la pression qu'il fait aujourd'hui et qu'il entraîne d'autres pays à faire contre Israël, sur Israël, devrait être faite contre l'organisation qui est la raison pour cette guerre et qui aujourd'hui continue cette guerre, et c'est le Hamas. Et pourtant, Emmanuel Macron, dès le lendemain du 7 octobre 2023, était le seul chef d'État à vouloir mener une coalition contre le Hamas, contre le mouvement islamiste. C'était effectivement la déclaration qu'avait fait le président le lendemain du 7 octobre. Je m'occupais de ces sujets à l'époque, et il faut dire que j'étais en contact avec les représentants français qui s'occupaient de ce dossier, qui m'avaient expliqué que non, c'était pas vraiment une coalition de guerre comme celle de Daesh qui avait été créée et ce dont le président pensait, mais il avait fait effectivement d'autres initiatives qui étaient très bonnes, arrêter le financement par exemple du Hamas et tout ça. Effectivement, donc c'est pour ça que c'est très difficile pour nous de comprendre aujourd'hui la politique du président, parce qu'il a fait une volte-face qui est pour nous inexplicable. Comment est-ce que vous n'arrivez pas à l'expliquer, cette volte-face ? Non, bon, il y a... Vous n'arrivez pas ou vous n'osez pas, parce que c'est vrai que ça peut sembler de la part... C'est une bonne question. Voilà. C'est une bonne question. Vous savez, je suis diplomate, je regarde le monde, et je vois ce qui se passe à travers le monde. Je vois qu'il y a des massacres, et vraiment des massacres de très grandes, très importants qui ont lieu dans le Soudan, et des milliers et des millions de personnes qui meurent au Congo. Et là, la France ne prend pas un rôle actif.
Alors donc j'essaie de comprendre pourquoi dans une crise qui est beaucoup moindre que celle qu'il y a au Soudan et celle au Congo, la France prend un rôle tellement actif, et la seule conclusion que je fais, je peux me tromper, il est très possible que je me trompe, mais la seule conclusion que moi je fais, c'est que c'est la crainte de l'influence de cette crise, de ce conflit sur la situation interne en France. Et malheureusement, si c'est le cas, franchement, nous, en tant qu'Israéliens, on va pas accepter la présence d'une organisation terroriste à nos frontières parce que il y a une crainte ici que une certaine partie de la rue française réagisse d'une façon négative à cela. Le point d'orgue de cette discorde entre le Premier ministre israélien et le président français, c'est bien sûr, on le disait, l'annonce de reconnaître l'État de Palestine au mois de septembre. Est-ce que vous lui en voulez? Est-ce que vous en voulez au président de la République française d'avoir entraîné aussi d'autres pays dans... C'est lui en vouloir, non, bien sûr. On ne sait pas qu'on en veut au président. Moi, personnellement, j'ai un sentiment de ne pas avoir réussi à convaincre les autorités françaises à quel point cette décision était une erreur stratégique, était une erreur historique. Ça m'attriste. Mais non, c'est pas qu'on lui en veut, mais simplement on commence à craindre l'influence néfaste que peut avoir la France, le gouvernement aujourd'hui, la politique française d'aujourd'hui, sur la stabilité au Moyen-Orient. On comprend que le timing de cette annonce est extrêmement mal choisi, peut-être perçu même comme une récompense à l'égard du Hamas, qui a même félicité la France. En quoi cette annonce, je reprends les termes employés par Benyamin Netanyahou, en quoi cette annonce peut-elle attiser la haine des Juifs en France? Vous savez, la haine des Juifs a commencé le 7 octobre. Le jour même, quand nous étions encore en train de compter nos morts et ne savions pas encore combien de personnes avaient été... Il y avait de l'antisémitisme avant le 7 octobre. Oui, il y avait l'antisémitisme, mais l'explosion du 7 octobre, les marches dans les rues qui criaient mort aux Juifs, c'est vraiment le 7 octobre que ça a commencé. Et avant la réponse militaire et bien d'Israël. avant, 3 semaines avant la réponse militaire israélienne. Donc, ce n'était pas lié à ce que nous faisons à Gaza. Mais il y a aujourd'hui en France, et non seulement en France, mais en Europe, mais en France, on le voit parce que c'est là où il y a la plus grande communauté juive d'Europe, il y a aujourd'hui un antisémitisme qui explose carrément. C'est au point où il y a des gens qui se promènent, les membres de la communauté juive n'osent pas se promener dans les rues en portant une Magen David, en portant une kippa. Benyamin Netanyahou parlait de feu antisémite. Vous allez plus loin dans le Parisien, vous parlez de tsunami. Ah oui, carrément. C'est un tsunami parce que ça couvre toute la France. C'est pas un feu sur place, ça couvre toute la France. Ça couvre Paris, ça couvre Lyon, ça couvre Marseille, ça couvre partout. On voit partout des actes antisémites qu'on n'a pas vus depuis 100 ans. Depuis les années 30 du siècle dernier. Et c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Moi, en tant que juif, en tant que représentant de l'État juif, en tant que membre de la communauté juive, j'ai encore de la famille ici qui vit à Paris, qui fait partie de la communauté juive. C'est très, très inquiétant. Les gens, aujourd'hui, les membres de la communauté ne posent pas la question est-ce qu'on va faire notre alliance, est-ce qu'on va aller en Israël? Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est quand et comment. Et effectivement, des actes antisémites, on en parle malheureusement tous les jours sur notre antenne. Et il y a encore quelques heures, avec ces 150 enfants israéliens dont l'accès a été refusé dans une base de loisirs dans les Pyrénées-Orientales. Ah ben, je n'ai pas encore entendu. Ben, c'est terrible. Si c'est effectivement il y a eu lieu, c'est terrible. Ben voilà. C'est comme ce qui s'est passé avec la colonie de vacances des enfants qui retournaient d'Espagne, qui ont été jetés d'un avion. Avec la compagnie Vueling. De la compagnie Vueling, simplement parce qu'ils priaient en hébreu. C'est ce qui se passe avec ces enfants. Mais c'est terrible. C'est un tsunami, carrément. Ça couvre toute la France, ça couvre malheureusement toute l'Europe. Et vous savez, l'antisémitisme n'est pas seulement quelque chose qu'on combat, donc ce n'est pas seulement quelque chose auquel on répond, mais c'est quelque chose qu'on fait en sorte d'empêcher d'arriver. Et le directeur de cette base de loisirs dit avoir interdit l'accès à ses enfants pour raison de conviction personnelle. Il est actuellement en garde à vue. Mais quand même, il y a 150 enfants israéliens qui n'ont pas pu rentrer dans une colonie de vacances simplement parce qu'ils sont israéliens ou parce qu'ils sont juifs. C'est terrible, c'est terrible.
Il fut un temps où les relations entre Benyamin Netanyahou et Emmanuel Macron étaient plutôt bonnes. J'entendais il y a quelques jours l'ancien député Meir Habib sur CNews dire qu'à un moment, ils se parlaient régulièrement au téléphone. Effectivement. J'étais sur ces appels. Et aujourd'hui, c'est terminé? Ça fait assez longtemps qu'ils ne sont pas parlé. Depuis combien de temps? Ça fait assez longtemps. Je ne vais pas rentrer dans les détails, bien sûr. Mais malheureusement, ça fait assez longtemps qu'ils ne sont pas parlé. Il y a un mauvais sang, hein. Aujourd'hui, vous savez, cette décision qu'a pris le président autour de la reconnaissance de l'État, le jour où le Hamas rejetait l'offre de cessez-le-feu, a été très mal prise en Israël. Comment est-ce que vous expliquez aussi que cette décision du président de la République a aussi évolué dans le temps? C'est-à-dire qu'il y a quelques mois encore, Emmanuel Macron a annoncé reconnaître l'État de Palestine au mois de septembre sous certaines conditions, comme le désarmement du Hamas, la restitution de tous les otages, une réforme aussi de l'autorité palestinienne. Comment est-ce que vous expliquez que toutes ces conditions aient soudainement disparu? Justement, c'est une des choses que je n'explique pas. Je pense que c'est peut-être à cause de la pression dont je parlais plus tôt. C'est peut-être à cause du fait qu'il voulait avoir une réussite ou quelque chose qui serait sous son nom dans le domaine international avant la fin de sa présidence. Franchement, je ne sais pas. Je ne comprends pas justement pourquoi avoir choisi ce moment qui est vraiment le pire des moments, parce que nous avons encore nos otages dans les tunnels du Hamas. Nous avons encore 50 otages. La guerre continue. Le Hamas a encore pris en otage. Un responsable du Hamas a déclaré après ça que le 7 octobre avait porté ses fruits. Mais tout à fait. C'est pas moi qui le dis. Régis Le Sommier. Moi, j'ai une question à propos des partenaires européens, de la France et au-delà aussi. Est-ce que finalement, on a un peu l'impression quand même que vous ciblez Emmanuel Macron aussi parce qu'il a été à l'origine, on va dire que c'est pas le premier, la France sera pas le premier pays à reconnaître l'État de Palestine. Il y a à peu près 150 pays qui le reconnaissent aujourd'hui, mais il y a eu un effet d'entraînement. Il y a la Finlande, le Canada, l'Australie, le Portugal. Vous avez aussi les Britanniques qui projettent de reconnaître l'État de Palestine. Vous avez les Italiens. Je cite le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, qui estime que le gouvernement israélien, à propos de l'offensive annoncée sur Gaza, a perdu la raison et son humanité. Pourquoi est-ce que se concentrer sur Emmanuel Macron, ou est-ce que l'explication, c'est parce que c'est lui qui a déclenché un petit peu cet effet boule de neige sur la reconnaissance de l'État palestinien? D'abord, nous ne nous concentrons pas sur Emmanuel Macron, je dirais plutôt que c'est le président Macron qui se concentre sur Israël, premièrement. Secondo, ce n'est pas... En l'occurrence, la lettre de Benjamin Netanyahou, pardonnez-moi, elle est quand même très, à charge. Oui, mais encore une fois, la lettre... Vous nous avez expliqué, mais ça aurait pu être une réponse graduée, c'est-à-dire à destination peut-être du gouvernement français ou de l'ambassadeur, mais peut-être pas au niveau d'un président. Oui, mais d'abord, c'est une lettre qui a été envoyée aussi au Premier ministre d'Australie, donc ce n'est pas seulement Emmanuel Macron qui a reçu une lettre semblable. Et ensuite, il faut dire que monsieur le président Macron est à la tête de la diplomatie française. Une lettre comme une tribune qui a été publiée sur le journal Haaretz n'aurait jamais été publiée sans les instructions du président. Ce n'est pas son accord, c'est des instructions du président. Dans l'actualité également, à Gaza, l'armée israélienne semble se préparer à entrer dans la nouvelle phase du conflit, présentée il y a quelques jours par le Premier ministre israélien. Hier, le ministre de la Défense a annoncé son feu vert au nouveau plan militaire. Aujourd'hui, l'armée a demandé aux hôpitaux et aux ONG de se préparer à évacuer le nord du territoire. Joshua Zarka, ça semble désormais imminent. C'est éminent, effectivement. La seule chose qui pourrait empêcher cette guerre, la reprise de cette guerre, c'est la libération de nos otages. Et c'est l'accord de trêve qui a été dernièrement, il y a quelques jours, accepté qui est encore en cours de négociation. Il y a une version qui a été acceptée par le Hamas. Israël n'a pas encore donné sa réponse. Cet accord est encore en train d'être négocié. Il est possible que cela permette à la guerre de ne pas éclater. Benyamin Netanyahou a ordonné des négociations immédiates pour libérer tous les otages. Effectivement. L'accord qui est discuté depuis quelques jours parlait seulement de 10 otages. Mais c'est là où le gros problème. C'est que
pour nous, ce que nous voulons atteindre, c'est la libération de tous nos otages, de ne pas permettre ce cirque que nous avons vu jusqu'à présent avec le Hamas. Ils libèrent 2, ils font toute une mise en scène, ils en libèrent 2 autres, etc. Et après, ils demandent que toutes les forces israéliennes sortent immédiatement de toute la bande de Gaza, et ils gardent 10 autres jusqu'au dernier moment. Nous comprenons et nous savons, c'est pas que nous comprenons, nous savons, parce que nous savons ce qui se passe aujourd'hui malheureusement à Gaza, nous savons exactement comment le Hamas pense, et le Hamas veut garder le plus d'otages possible. Le Hamas n'a aucun intérêt à restituer tous les otages. Voilà, exactement. Le Hamas veut garder le plus d'otages possible jusqu'au dernier moment. Ce que nous voulons, c'est la fin de cette guerre. Ce n'est pas traîner et encore laisser traîner les choses et laisser nos otages, vous les avez vus dans quelles conditions, la condition la plus inhumaine possible, les laisser mourir entre les mains de ces monstres. On avait vu en effet des images très troublantes de ce pauvre homme qui avait été obligé de creuser sa tombe. Est-ce que vous avez des nouvelles de sa santé ? Non, vous n'avez aucune nouvelle. Pas de nouvelles depuis. C'était ma question. Je ne savais pas si vous en aviez un petit peu. Non, vous savez, il y a quelque temps, on avait notre jour national ici. Il y avait la femme d'un de ces otages avec son fils qui était là. Et le fils ne connaît pas son père. Il se rappelle pas de son père. Oui, mais il parle de son père tout le temps. Et c'est terrible. C'est terrible. C'est inhumain. C'est des gens qui non seulement ont pris, sont allés chercher ces otages, ils les ont kidnappés de chez eux. Mais ils maintiennent toute la population de Gaza en otage. Vous savez, la population de Gaza en a assez. Nous voulons tous nous débarrasser du Hamas. C'est pas seulement Israël qui veut se débarrasser du Hamas. Nous voulons vivre en paix avec eux. Nous voulons créer des conditions qui pourront nous permettre de vivre tranquillement avec eux, qui pourront leur permettre d'avoir une économie, de reprendre ce qu'ils avaient auparavant. C'était une très belle Gaza. Une dernière question, monsieur l'ambassadeur, toujours sur la question des tensions entre la France et Israël. Le gouvernement israélien a dernièrement annoncé la possible fermeture du consulat général de France à Jérusalem. Franchement, ce sont des rumeurs. J'imagine qu'il y a des discussions. Pour l'instant, je ne sais pas quelles sont ces discussions. Quels sont le contenu de ces discussions. Qu'est-ce qui expliquerait et motiverait cette fermeture ? Je ne veux pas vraiment en parler parce que je sais que c'est des rumeurs. J'ai vu comme vous ces rumeurs dans les journaux et ce n'est pas quelque chose que j'ai reçu officiellement. Donc, il vaut mieux ne pas en parler. Pour l'instant, ce n'est pas plus que des rumeurs. Merci beaucoup, Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France. Merci d'avoir été notre invité ce soir.